à tous et merci d'être avec nous en direct dans le ZCL News. Il est pratiquement 12h36 déjà. On va recevoir un invité de marque aujourd'hui, pas le seul, Luc Carvounas, bonjour. Bonjour. Il est président de l'UNCAS, Guadeloupe, et il est accompagné de madame incontournable, madame Guigou, bonjour. Bonjour. Et puis plus tard, on aura Gabriel Serville, le président de la collectivité territoriale de Guyane, en direct avec nous. Et puis Fortuna Viumesmi, la présidente de l'association Entre nous. Un peu plus tard, on fait un petit tour dans l'actualité avec Voukoum, qui a fait son ouverture hier. Et on parlera de football avec le CSM. Voilà un petit peu le sommaire. Merci d'être avec nous en direct sur Canal 10, sur RHT et aussi sur le Facebook Live. Vous pouvez nous voir. Et alors, monsieur Carvounas, vous faites un véritable tour des séquences de France d'abord, mais aussi de la Guadeloupe. Vous avez pris le premier contact, j'imagine, depuis ce matin. Oui. Quel est le sentiment que vous avez quand vous entendez un petit peu la situation ? La situation, on pourra y revenir. Et puis, ma collègue et amie Eliane Guigougou, qui est vice-présidente de l'UNCAS, pourra en parler bien mieux que moi. Elle est élue des Abîmes et conseillère départementale de Guadeloupe. C'est une situation que l'on peut considérer d'abord importante au sens où moi, tous celles et ceux que je rencontre depuis ce matin, au-delà de l'aspect très chaleureux de l'accueil, moi je rencontre des personnes qui sont déterminées à faire vivre leur territoire, que l'on soit président ou directeur général de la CAF, que l'on soit élu des Abîmes, que l'on soit le président de l'association des maires de Guadeloupe, Jocelyn Sapotti, le maire de Lamentin. Voilà, ce sont des personnalités qui prennent les choses à bras-le-corps, conscientes, on en a parlé ce matin, des questions sur l'illettrisme, la question qui me tient énormément à cœur, celle du vieillissement, de la dépendance, finalement des sujets qui traversent les Outre-mer et la Guadeloupe en particulier, mais qui traversent aussi la métropole. Vous savez, en octobre 2021, nous avons porté un livre blanc parce que nous avions bien vu que le précédent gouvernement, malheureusement, ne portait pas de grandes lois sur le grand âge et la dépendance. Nous avons produit un livre blanc avec des propositions. Certaines d'entre elles ont d'ailleurs été reprises dans le cadre du dernier PLFSS, notamment les fameuses 2 heures de sociabilisation dans les EHPAD pour les résidents. C'était une des propositions de l'UNCAS. Eh bien, tous ces sujets qui traversent nos territoires, nous allons essayer de mieux les comprendre dans le cadre des 3 jours que l'on va passer à rencontrer beaucoup de monde. Et moi, je remercie Eliane qui a fait un programme magnifique qui va nous permettre de faire un... avec Eliane Guigougou, c'est toujours un peu plus, mais on peut pas lui dire non de toute manière. Donc, il n'y a pas... De toute façon, c'est fait avec tellement bon cœur. Et encore une fois, depuis ce matin, les choses se passent de tellement belle manière qu'il n'y a rien de trop lourd. Au contraire, c'est que du bonheur de pouvoir partager, échanger sérieusement, tout en le faisant dans une volonté de respect et d'écoute. En tous les cas, ce que je souhaite, c'est que cette année 2023, nous avons démarré aujourd'hui, 9 janvier, par la Guadeloupe. Nous étions en 2021 à Mayotte, nous allons retourner à Mayotte et c'est Eliane Guigougou qui représentera l'UNCAS à Mayotte pour clôturer ce qui s'appelle Design Palace avec le Fonds de solidarité européen qui permet de former les agents territoriaux des 17 CCAS de Mayotte. Et puis, à La Réunion, mi-novembre, chez notre amie Erika Barrette, la maire de Saint-Denis de La Réunion, qui est notre première vice-présidente de l'UNCAS. Voilà. Moi, j'ai fait des Outre-mer ma priorité en ayant été élu président de l'UNCAS, pas pour en faire une marotte, mais parce que, je l'ai dit ce matin, je vais le redire à votre antenne, il est plus possible en 2023 qu'un département français comme la Guadeloupe ait des difficultés, ne serait-ce que l'accès à l'eau potable. Vous avez des difficultés liées au climat. Qu'est-ce que l'on apporte en réponse de transition climatique pour votre territoire ? Il s'est passé Fiona il y a quelques mois maintenant. J'ai lu qu'une quinzaine de ponts étaient aujourd'hui en difficulté. Même des arrêtés ont été pris. Qu'est-ce que l'on fait ? On va rencontrer cet après-midi ton collègue, le président du département de Guadeloupe. Il a poussé un coup de gueule comme responsable politique en disant il faut 1 milliard pour reconstruire la Guadeloupe. Que répond-on à ce président de département ? Eh bien, nous, très modestement, parce que les élus de Guadeloupe n'ont pas besoin de l'UNCAS en particulier pour avoir une voix forte au niveau de la métropole et au plus haut niveau des responsabilités de notre pays. Mais l'UNCAS peut quand même accompagner nos collègues maires et nous sommes une association de maires. Les maires sont les présidents des centres communaux d'action sociale. Et on a vu après la crise sanitaire qu'on avait plus que jamais besoin de ces établissements publics qui sont finalement, et Eliane, qui est la présidente du délégué du CCAS des Abîmes, le sait bien, le voit bien, que nos compatriotes
poussent la porte de nos centres communaux d'action sociale parce qu'ils cherchent finalement une réponse qu'ils ne trouvent nulle part ailleurs. Oui. Eliane Guigou, j'imagine qu'avant la venue de M. Mondras, vous avez dû faire un petit peu la situation, le bilan de la situation et dire que en Guadeloupe, des organismes comme la CAF ou l'UNCAS ou le CCAS ont un rôle particulier dans notre pays. Alors, un rôle particulier, mais un rôle, je dirais, primordial et important, puisque l'action sociale a toute sa place. Le président Lucas Arvounas vient de le dire, après Fiona, après les inondations, après la crise Covid, mais les premières personnes qu'on a trouvées, c'était les CCAS qui étaient ouverts, malgré tout était fermé, mais nous étions ouverts pour porter notre contribution, pour porter notre aide aux publics qui sont en difficulté, aux publics qui étaient isolés. Il fallait emmener des repas, il fallait s'occuper de ces personnes. Et le personnel du CCAS, encore, je les remercie, était au front lorsque nous avions tous ces problèmes. Lorsque nous avons eu les inondations, il n'y a pas longtemps, c'était encore les CCAS. Après Fiona, c'était les CCAS pour le relogement. On en saura encore davantage avec les visites que nous allons faire sur la Basse-Terre par rapport aux communes qui ont été impactées par Fiona, où les CCAS ont été en première ligne. On aura plus d'informations. Mais c'est vrai, aujourd'hui, il faut que les CCAS trouvent leur place. Non pas, comme le dit si bien mon président, nous ne sommes pas les pompiers du social, c'est bien cela, mais nous sommes vraiment là pour pouvoir prendre notre place, mais vraiment la place que nous méritons et travailler en collaboration, en mutualisation avec les autres institutions dans le cadre des politiques sociales. Alors, j'ai posé la question à Eliane Guigou. Pourquoi? Parce que vous avez parlé du rôle que le CCAS joue en France, mais vous ignorez pas non plus que le niveau de vie est inférieur de 2-3 fois celui de la France. Alors, est-ce qu'il y a des mesures spécifiques à des régions? Vous parlez de Mayotte qui est en crise depuis quelques semaines, où là-bas la situation est particulièrement dangereuse. Qu'est-ce que vous dites aux Guadeloupéens, aux Martiniquais, puisqu'on est écouté en Martinique en ce moment, puisque notre émission est vue aussi à la Martinique? Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Qu'on va se battre aux côtés de nos compatriotes des Outre-mer pour obtenir des moyens financiers. Voilà. À un moment donné, si les grands opérateurs comme Veolia ou Suez ne vont pas dans les territoires d'Outre-mer pour apporter l'eau potable, ça me pose un problème. Et donc, il faut que celles et ceux qui nous gouvernent aujourd'hui et qui nous gouverneront demain, eh bien, aient le courage politique de siffler la fin de la récréation et d'arrêter de tourner la tête. Vous savez, moi, j'ai été 9 ans au Parlement, 6 ans au Sénat, 3 ans à l'Assemblée nationale, et je voyais combien de fois mes collègues, députés, sénateurs, être des lanceurs d'alerte pour leur territoire, et combien de fois je voyais une partie de mes collègues de l'Assemblée ou du Sénat les regarder comme s'ils étaient une forme de corporation lobbyiste. Quand l'Assemblée nationale n'était pas vide, quelquefois. Quand l'Assemblée nationale n'était pas vide. Oui. Moi, vous savez, j'ai eu à cœur de porter la question des sargasses au Parlement, parce que, connaissant un petit peu la Martinique, je voyais aussi la question là-bas. Et moi, je me souviens, je tairai le nom d'une ministre des Outre-mer qui avait apporté pour seule réponse aux questions d'actualité au gouvernement, mais les sargasses, vous n'avez qu'à les ramasser avec la main. Ouais, excusez-moi, si c'est ça la réponse qu'on en apporte politiquement, eh ben, il va falloir dire que certains sont pas à la bonne place. Et l'UNCAS est très humble dans ce que nous faisons, mais vraiment très humble. On n'est pas des donneurs de leçons, on est juste, encore une fois, des élus locaux qui vivons au quotidien avec nos concitoyens et qui cherchons à apporter les meilleures réponses. Mais à la question que vous m'avez posée il y a à l'instant, si l'État n'apporte pas une réponse forte avec une planification et des moyens nécessaires, ça ne marchera pas. Voilà, ça ne marchera pas et on continuera dans 10 ans à toujours parler des mêmes choses. Et moi, en tous les cas, je ne souhaite pas rester les bras ballants. Je ne me suis pas engagé en politique. Je ne me suis pas engagé pour présider l'UNCAS. Je suis un chef d'orchestre. Nous sommes 14 vice-présidents et un président, 15 au bureau. Transpartisan, parce que ces questions ne peuvent pas souffrir de politique aérie, mais en même temps, on joue notre rôle de lobbyiste aussi, pas que de lanceur d'alerte vis-à-vis du gouvernement. Vous avez demain, je crois, un séminaire. Oui. Qu'est-ce que vous faites dire à ce séminaire aux différents responsables des CKS de la Guadeloupe? Bon, on verra bien, Eliane, peut-être on attend quelque chose de particulier, mais en tous les cas, moi, depuis ce matin, surtout ce que je fais, c'est d'écouter. Je suis pas venu avec mon bâton de maréchal. Je suis pas venu avec mon bâton de maréchal, mais avec un bâton plutôt de pèlerin, et que ce soit utile. Et quand on se réunira au congrès des Outre-mer mi-novembre à la Réunion, j'espère qu'on pourra commencer à apporter des premières réponses qui pourront aussi être utiles. Quand on va se retrouver fin mars à Bourges, chez notre ami maire Yann Galu, pour le congrès national, et qu'on va mettre en œuvre pour la première fois l'observatoire du social pour essayer d'alimenter la réflexion gouvernementale avec des indicateurs qu'ils n'ont pas dans leur scope, je crois que l'UNCAS joue son rôle. Mais pardon, Eliane, peut-être par rapport à demain matin.
Alors, par rapport à demain matin, il faut savoir que nous avons invité l'ensemble des CCAS ainsi que leurs directeurs et leurs conseillers d'administration autour d'une thématique qui nous semble importante aujourd'hui, c'est les mutations sociétales et l'action publique, les actions publiques locales. Tout simplement, le CCAS aujourd'hui n'est plus un bureau d'aide sociale comme il l'était auparavant. Le CCAS est un établissement public autonome qui est le bras armé du maire dans le cadre de la politique sociale municipale, avec aussi en complément les institutions comme le conseil départemental, la CAF, la CGSS et les autres qui travaillent le social. Et aujourd'hui, comment, sur ce territoire de la Guadeloupe, nous allons pouvoir mailler tout cela et faire avec les CCAS pour que nous soyons beaucoup plus forts. La thématique me semble importante, mutation sociétale, c'est vrai, il y a beaucoup de mutations aujourd'hui. Nous avons les maisons France Service qui sont là, nous avons des centres sociaux, nous avons beaucoup de dispositifs que l'État met en place et nous devons nous adapter à ces dispositifs. Nous devons nous adapter sur nos territoires. Donc voilà. Alors, la réflexion sera portée demain. Alors, vous devez le savoir, la commune des Abîmes, la ville des Abîmes est peut-être exemplaire au niveau de son travail, puisque on dit une présidente aussi dynamique, je dis ça parce qu'elle est là, mais parce que je sais un petit peu ce qui se fait. Mais, vous êtes maire, est-ce que vous avez le sentiment que les autres maires sont conscients du travail qui doit être fait? Parce que c'est ça la question. Oui. D'ailleurs, je trouve que les mentalités ont changé maintenant depuis une quinzaine d'années sur ces questions du social, et que les maires, présidents de CCAS, regardent tout cela avec beaucoup d'intérêt et font en sorte que des politiques publiques, moi je le vois dans mon tour de France, la Guadeloupe est ma peut-être 16e ou 17e étape en moins de 2 ans. Je ne connais aucun maire qui n'a pas envie d'accompagner, d'innover et de mettre en œuvre des politiques nouvelles. Mais ce que je vais vous dire est important, si vous me permettez. Ce que nous représentons, l'UNCAS, avec notre réseau, c'est chaque année 7 milliards d'euros de dépenses publiques. Ce sont 126 000 agents territoriaux. Et malgré cela, et pourtant, avec Eliane Guillougou, on se bat. Malgré cela, par exemple, très concrètement, nous n'avons pas été invités, alors que je l'ai souhaité, autour de la table du CNR. Alors, nous sommes invités au sous-groupe, sous-réunion, mais ce qui représente la plus vieille association de maires de France après l'AMF qu'est l'UNCAS, nous avons été créés en 1926, nous ne sommes pas considérés comme tels parce que, en fait, je me rends compte que nos gouvernants qui sont en face de nous considèrent que nous sommes certes peut-être pour eux un partenaire, mais un partenaire non pas institutionnel et politique, puisque nous sommes, comme l'a dit Eliane Guillougou, le bras armé des collectivités territoriales, mais un partenaire opérationnel avec nos cadres qui sont nos techniciens. C'est pas ça l'UNCAS, c'est pas ça ce que nous représentons. Quand on s'est battu, il y a moins de 2 ans maintenant, 1 an, qu'est-ce que je dis, pour que les 26 000 agents publics de l'aide à domicile et leur revalorisation de 183 € par mois, comme le voulait le Ségur, là on a fait de la politique, là on a dit il y a un truc qui colle pas, et c'est comme ça que je conçois le rôle de l'UNCAS. Et malgré cela, le seul ministre à l'époque qui avait compris ce que nous étions, c'était le ministre Véran. Ça tombe bien, il était l'organisateur de la CNR, je lui avais demandé à 2 reprises, il m'a dit je m'en occupe. Ça ne s'est pas fait, donc ça veut dire qu'au moment où on se parle, sur le pacte des solidarités qui est en train de se préparer, ce que nous sommes, nous l'UNCAS, avec tout ce que je viens de vous dire, nous ne sommes pas autour de la table principale pour accompagner le gouvernement. Ça ne peut pas durer comme cela. Et je vous le dis ici, dans quelques jours maintenant, il y aura une tribune signée par beaucoup de maires, et qui sera publiée dans la presse quotidienne régionale, qui va dire tout cela au gouvernement et au chef de l'État, parce qu'à un moment donné, nous, on veut bien être aidants. Mais faut pas systématiquement nous fermer la porte au nez et nous dire après que le couple préfet-maire est le meilleur couple qui soit pour surmonter toutes les crises successives. Il y a un truc qui cloche. Et ben je vais continuer à le dire avec les mêmes mots et avec la même facilité. Oui. Alors ça signifie que un organisme comme le CCAS ici, comme l'UNCAS, n'est pas venu distribuer de l'argent. Vous êtes venu, non, c'est pas votre rôle, mais vous êtes venu impulser un petit peu une nouvelle politique. Est-ce que, je pose la question à Madame Guigou, est-ce que dans les autres communes, il y a cette dynamique? Alors, la dynamique, elle existe pour certaines communes. Il faut savoir que toutes les communes ne sont pas au même niveau. Nous avons des communes qui sont quand même assez petites. Nous avons des communes pour lesquelles il n'y a pas forcément un CCAS en tant qu'établissement. Et en tant qu'établissement, vous en savez beaucoup. En tant qu'établissement, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, le rôle aussi de l'union départementale, c'est d'accompagner ces communes justement pour pouvoir mettre en place leur CCAS, voir aussi, pourquoi pas, pour les petites communes, comment avec d'autres communes, ils peuvent s'allier pour créer
peut-être pas forcément un centre intercommunal d'action sociale, mais mettre en place des actions communes, puisque très souvent, nous avons les mêmes actions, et se renforcer avec d'autres pour pouvoir mener une action beaucoup plus forte. En tout cas, nous sommes là pour les accompagner, nous sommes là pour les aider. C'est le rôle de l'union départementale. Et après cette visite qui, me semble-t-il, a tout son sens et portera encore un plus, eh bien, nous serons encore beaucoup plus forts, je l'espère, d'ici quelques jours et pour les années à venir. Je vous pose la question pourquoi? Parce que c'est la deuxième ou troisième fois que je vous vois. Et en dehors de vous, j'ai rencontré personne des CCAS de la Guadeloupe qui sont venus ici exposer les problématiques de leur territoire, de leur commune. Vous avez la meilleure. Vous avez Oui, la meilleure. je sais, vous plaignez pas. Mais pas que. Puisqu'il y a une union départementale, donc ça veut dire qu'il devrait avoir un peu plus de dynamisme de la part des autres communes. Exact. Je parle même pas de Pointe-à-Pitre ou de Basse-Terre, mais enfin bon. Franchement, non, mais demain, je pense que vous aurez vraiment l'occasion, justement, de rencontrer l'ensemble des CCAS, puisqu'ils sont tous invités à ce séminaire. Et nous avons des problématiques qui vont être posées, des retours d'expérience par rapport à des CCAS. Donc, vous verrez effectivement ce que font certains CCAS. Et après, il appartiendra à l'Union départementale de travailler avec l'ensemble des CCAS pour mettre en place des actions, mettre en place des séminaires et autres. Oui, mais c'est ça, parce que souvent, on a des visites ministérielles, présidentielles, etc., puis après, plus rien. C'est ça la question. Donc alors, comment mettre sur rail les CCAS de la Guadeloupe d'une manière générale? Je ne parle pas des Abîmes, mais je parle d'une manière générale. Parce que c'est ça la question, parce que, en fait, vous avez le président. Donc, le président doit impulser et la présidente des Abîmes doit accompagner aussi. C'est un petit peu ça, le cheminement. Vous avez un doute, monsieur Zandrounis? J'ai pas de doute, je pose une question. D'accord. Si simplement. vous n'avez pas de doute, mais les choses se feront tout naturellement. Après, je pense que là, c'est vrai pour nous, Union départementale, c'est vraiment le lancement d'une nouvelle dynamique que nous allons mettre en place. Bon, c'est vrai que les CCAS attendaient beaucoup là, cette visite du président, parce qu'on en a parlé depuis un moment. Mais maintenant, nous allons certainement repartir, parce qu'il y a beaucoup de vice-présidents de CCAS qui ont fait des formations, puisqu'en amont, nous avons eu quand même 3 journées de formation. Oui. Il y a des choses qui ont été nouvelles aujourd'hui. Et la dynamique, je reste persuadée, sera relancée très rapidement. Et je pense que ce sont mes administrateurs du conseil d'administration de l'UD qui vont me booster aujourd'hui et vont me bousculer. Ça veut dire que vous allez avoir du travail. Enfin, encore plus. On est à la hauteur de nos missions. Nous avons des missions, il faut les remplir et nous les remplirons autant que faire se peut. Alors, quand vous irez, enfin, on déborde un tout petit peu de la Guadeloupe, quand vous irez à Mayotte, qu'est-ce que vous irez faire? Parce qu'à Mayotte, la situation est compliquée. Mais à Mayotte, déjà, alors, c'était le fait de la précédente présidente, Joëlle Martineau, qui est à nos côtés dans la délégation, qui est présidente d'honneur aujourd'hui de l'UNCAS. C'était sous son impulsion qu'avait été initié un premier programme de création à Mayotte des 17 CCAS dans les 17 communes de Mayotte, qui n'existaient pas. Avec l'aide du FSE, les fonds de solidarité européens. Et ensuite, parce que ça avait bien fonctionné, on a porté un deuxième programme qui s'appelle Design Palace, cette fois pour former les agents territoriaux des CCAS de Mayotte. Mayotte, c'est la France. Et donc, Mayotte doit bénéficier de tous les savoir-faire. Et là, l'UNCAS est notre force de frappe, ce qu'on peut apporter. On n'est pas des Pères Noël, on n'a pas dans notre hotte de l'argent, même si on fait, nous aussi, des appels à projets au travers de nos unions départementales pour accompagner ici ou là des projets portés par nos CCAS et mettre un peu d'huile de coude et aussi un peu de sous. Mais ce que nous savons faire, un de nos cœurs de métier, c'est non seulement d'être le back-office des ministères, parce que nous sommes avec nos plus de 20 collaborateurs, un vrai back-office comme une administration centrale. Et ça peut être aussi utile pour faire avancer les choses. Et puis, ça a été rappelé, notre centre de formation qui permet aux élus comme aux techniciens des CCAS de mieux apprendre soit leur métier de président délégué. Moi, j'aime pas le terme de vice-président. Vous savez, par exemple, je défends de dire que nos adjoints ou adjointes, quand ils sont nos vice-présidents en charge du CCAS, moi, comme maire, j'ai délégué en faisant confiance à mon collègue adjoint au maire, Étienne Filleul. Il est mon président délégué. Donc, voilà, il faut on doit former nos présidents délégués, former nos agents. Après, il faut aussi de la sincérité dans la démarche vis-à-vis des Outre-mer. Je pense que, sincèrement, les Outre-mer ont pâti parfois de responsables politiques qui venaient, comme vous l'avez dit, peut-être faire un petit coup de com', et puis on s'en va, et puis il fait beau, c'est sympa, on rencontre des gens sympas, mais après, il se passe quoi? Et donc, c'est aussi ça, à un moment donné, qu'il faut savoir arrêter. Moi, je me souviens de la première ministre des Outre-mer de ce nouveau quinquennat, qui était heureuse d'être ministre des Outre-mer, et qui est partie un mois plus tard pour devenir président de l'Assemblée nationale. Donc, bon,
voilà, tout ça ça fait pas avancer le schmilblick, comme dirait J'ai l'autre, hein. comme l'impression que ça ne fait pas avancer. Alors, une question, Madame Guigou, avant de vous laisser partir. Est-ce que, d'une manière générale, les CCAS de la Guadeloupe ont suffisamment de moyens pour leur politique? Le président est là, Question. jamais de Non, le dire. c'est une question qui est essentielle, certes, mais s'il faut vraiment mettre en place une politique d'action sociale forte en fonction des territoires, c'est vrai qu'on est en manque de personnel, mais on fait avec ce qu'on a, on développe des actions, on développe... en tout cas, nous, par exemple, au niveau de la ville des Abîmes, nous avons développé une charte de bénévolat, et c'est vrai qu'aujourd'hui, nous avons 7 bénévoles au niveau de la ville des Abîmes, au niveau du CCAS des Abîmes, qui nous accompagnent dans nos actions. Donc peut-être aussi c'est une piste. Moi, je pense qu'il y a des pistes, il y a des réflexions à apporter pour pouvoir répondre aux besoins de nos populations. Parce que dans le programme, il y a, je crois, j'ai vu dans le dossier de presse qu'il y a 3 jours de formation. Les gens vont être formés à quoi exactement? Alors, il y a eu une formation sur l'optimisation des ressources des CCAS, Oui. une formation sur le rôle du vice-président et une formation sur le numérique. Oui. Puisque l'UNCAS a une convention avec la NCT, donc il était important pour nous de bénéficier de cette convention pour pouvoir former nos publics au numérique. Écoutez, on vous remercie. Je ne sais pas si vous avez un dernier mot peut-être à ajouter. Juste vous dire que ce soit en métropole ou en Guadeloupe, je connais aucun maire, qui soit de gauche, de droite, du centre, qui n'a pas augmenté sa subvention ces dernières années pour son CCAS, parce que justement, il y a une précarité qui s'installe et que les élus, encore une fois, que nous sommes, faisons des choix. Ça s'appelle faire des choix stratégiques, mais en tous les cas, c'est jamais au détriment des actions des CCAS. Et ça démontre aussi qu'il y a une vraie prise de conscience de ce qui se passe dans notre pays. Il y a malheureusement une vraie précarité, vous le savez ici, Oui. en Guadeloupe plus qu'ailleurs, et il faut y répondre. Dernière chose, vous irez en Martinique? Alors, je reviens de Martinique, Ah, vous revenez. pour tout vous dire. La situation Et, est meilleure ou... alors, je reviens de Martinique à titre personnel. J'ai rencontré, mais vraiment très fortuitement, mon ami Serge Letchini. On était à l'Assemblée nationale ensemble, et il pouvait pas nous recevoir en Martinique, mais je lui ai dit que je viendrais le visiter certainement l'année prochaine. Mais il faut aussi qu'on programme la Guyane, que l'on programme tous les territoires des Outre-mer. La Réunion, j'en ai parlé. Mayotte, j'en ai parlé. On va aller partout, voilà. Et on a 4 ans pour aller partout. Bien, écoutez, on vous remercie d'être venu. Merci. On a, on a un peu tout dit. Et on va suivre un petit peu ce qui va se passer dans les mois qui viennent. Vous reviendrez dans combien de temps ici? Dès que vous m'invitez. Voilà, il est 12h58. On prend la première pause. On se retrouve tout à l'heure avec notre prochain invité, soit Gabriel Serville, le président de la collectivité territoriale de Guyane. À tout de suite. Voilà, nous sommes revenus sur le plateau du ZCL News et nous avons avec nous en direct Gabriel Serville, président de la collectivité territoriale de Guyane. Bonjour. Allô? Allô? Oui. Oui, bonjour, monsieur Serville. Allô, on vous entend pas. Est-ce que vous m'entendez, monsieur Serville? Oui, je vous entends, oui. Oui, alors, première question. Il y a une réunion des élus chez vous aujourd'hui. Quel est un petit peu l'ordre du jour? Alors, tout d'abord, je voudrais souhaiter une excellente année 2023 à l'ensemble des auditrices et auditeurs de Canal 10 et à tous mes amis de la Guadeloupe. Oui, bien C'est sûr. vrai qu'il y a une bonne quinzaine de députés d'Estonia qui se réunissent en ce moment sur le territoire de la Guyane. Oui. Alors, l'ordre du jour, je pense que ce soir, ça sera la restitution de tous les travaux qui ont été menés avec des sujets qui nous ressemblent, des sujets qui nous rassemblent. C'est les motifs qu'avaient utilisés les parlementaires présents, et parmi lesquels la question de la vie chère qui a largement fait l'objet de pas mal de débats entre les parlementaires, et avec toutes les questions qui sont connexes, parce que la vie chère, on l'a souvent vu, c'est une conséquence de certain nombre d'autres problématiques sur lesquelles nous ne sommes pas performants. Et donc, je voudrais effectivement prendre le temps de saluer cette initiative qui a été prise par les députés des Outre-mer. Et je l'espère qu'il va leur permettre d'être plus forts dans les propositions qu'ils auront à faire ultérieurement au gouvernement. Oui. Je veux venir avec vous sur une petite question qui ne vous intéresse pas directement, mais enfin qui vous concerne. Récemment, Mélenchon est venu en Guyane. Vous l'avez rencontré quand il est passé? Je l'ai rencontré hier soir, nous avons passé un petit moment ensemble. Il m'a fait part de ses inquiétudes
inquiétudes par rapport aux problématiques de développement ou de sous-développement de certains territoires d'outre-mer, avec le sentiment qu'ils développent selon lequel la France, le gouvernement, n'apporterait pas suffisamment d'attention à nos territoires. Et bien entendu que nous avons passé en revue toute une série de questions qui sont liées aux conséquences du réchauffement climatique, à la santé, l'éducation, l'économie, le logement. On a aussi parlé de l'évolution statutaire de certains territoires d'outre-mer. Alors c'était une discussion à bâton rompu. Et je crois qu'il s'est positionné pendant une bonne semaine en Guyane pour avoir le temps de bien s'imprégner des conditions de vie, de sorte qu'il soit en capacité, à l'occasion de cette émission télé qu'il va donner, je crois, le 12 au soir. Alors je ne sais plus si c'est sur Antenne 2 qui m'a dit, mais une émission qui sera enregistrée en Guyane et qui devrait lui permettre de bien centrer son propos par rapport à ce que vit le territoire et à ce que vivent les territoires d'outre-mer d'une manière beaucoup plus générale. Alors, enfin, encore plus anciennement, Darmanin est venu chez vous parce que, semble-t-il, la délinquance avait beaucoup progressé en Guyane. Est-ce que vous avez été satisfait des mesures qui ont été proposées par le ministre français de l'Intérieur? Alors, il est vrai que lorsque nous avions constaté que la courbe de délinquance allait en s'accroissant, j'avais pris l'initiative avec le parquet, l'éducation nationale, la préfecture, les maires de Guyane d'organiser ce qu'on appelait les assises de la sécurité. Oui. C'était le 30 septembre. Et le ministre Darmanin, le ministre Dupond-Moretti de la Justice, le ministre des Comptes publics, Gabriel Attal, ainsi que le président de la commission des lois, avaient fait le déplacement en Guyane pour venir à la conclusion de ces assises, faire un certain nombre de préconisations, de propositions, en tenant compte bien évidemment de ce qui était ressorti des différents ateliers que nous avions mis en place. Et il faut reconnaître qu'entre cette date et la fin de l'année 2022, on a connu une situation d'accalmie qui était remarquable. Maintenant, vous savez que la sécurité, c'est une affaire de tous les jours et c'est l'affaire de tout le monde. Et nous avons intérêt à tenir le cap, même si tout n'est pas parfait, mais je reconnais effectivement qu'il y a eu des améliorations sensibles. Et dans les préconisations qui avaient été arrêtées, proposées par le ministre Darmanin, eh on a retrouvé un certain nombre de pistes qui étaient celles que nous avions demandées initialement. Mais encore une fois, je dis que le combat continue parce que les problèmes de la vie de tous les jours font qu'il y aura toujours des actes de délinquance, il y aura toujours des gens qui seront borderline et il nous appartient de vérifier que les mesures annoncées soient effectives sur le terrain. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire, M. Serville, c'est exactement cet amendement glissé par les députés français sur un projet de révision de la directive sur les énergies renouvelables qu'on appelle le RED 3 et un projet d'installation de nouvelles centrales de biomasse en Guyane, particulièrement dans la forêt. Qu'est-ce qui se passe exactement? Alors, j'ai lu dans la presse que pour des raisons de production d'énergie à partir de biomasse, on voudrait raser la forêt guyanaise. Ça m'a un petit peu fait sourire. Si je me disais qu'en réalité, ça m'a plutôt agacé. Parce que je crois que la Guyane a besoin d'atteindre son indépendance énergétique. Et au moment où on nous dit qu'il faut effectivement passer absolument par les énergies renouvelables, eh bien, il y a des sociétés en Guyane, des privés, des sociétés publiques qui envisagent de pratiquer, de fabriquer l'énergie à partir de biomasse. Mais il se trouve que les lois qui sont rédigées au niveau national et au niveau européen, notamment dans cette optique d'aller vers la zéro artificialisation des terres, ont fait qu'il n'était plus possible d'envisager que l'on puisse transformer des parcelles de terrain pour les aménager avec de la culture de plantes servant à produire l'énergie via la biomasse. Mais je crois que ce qu'il faut bien entendre, c'est que la Guyane, c'est quand même 84 000 km² de forêt primaire, alors de forêt qu'il faut préserver, qu'il faut protéger. Mais je me dis qu'à l'instar de ce que font les pays scandinaves, on peut très bien imaginer un développement endogène sur la base des ressources dont on dispose, qui ne soit pas contradictoire de notre volonté de préserver notre forêt, de préserver la biodiversité. Et donc, nous avions introduit des amendements qui ont été très très bien défendus par les députés européens pour permettre que la Guyane puisse bénéficier d'une dérogation
va a priori tout à fait dans le bon sens. Et on sait très bien que même lorsque le texte va dans le bon sens, il y a toujours des effets indésirables, il peut y avoir des dommages collatéraux. Et donc ce que nous avions proposé, c'était tout simplement qu'on accorde à la Guyane la possibilité d'utiliser son patrimoine foncier pour pouvoir avoir des terres qui seraient cultivées pour l'énergie biomasse. Et il se trouve que derrière, des associations non gouvernementales de préservation de l'environnement ont crié au scandale en disant, en faisant croire à la population que c'est l'ensemble de la forêt guyanaise qui serait sacrifiée. Moi, je dis, il faut tout simplement qu'on invite les personnes qui le disent à venir survoler l'immensité de la forêt guyanaise pour se rendre compte à quel point tout ça, c'est un cri d'alarme qu'il faut relativiser. Parce que moi, je dis oui, il faut poser à préserver cette forêt. Mais je considère que s'il y avait quelque chose à faire en priorité, c'était de permettre à ce territoire de mieux lutter contre les effets négatifs de l'orpaillage clandestin qui continue à sévir sur le territoire de la Guyane. Et là, de mon point de vue, on aurait rendu un vrai service à la Guyane en rendant un vrai service à sa forêt. Voilà un petit peu comment je pourrais présenter cette situation. D'accord. Alors, vous savez, monsieur Serville, que quand vous étiez député à l'Assemblée nationale en France, avant même que vous soyez élu président de la collectivité, beaucoup de gens voyaient en vous, bon, on va le dire comme ça, un défenseur d'un nationalisme guyanais. Et vous savez bien qu'en Guadeloupe et en Martinique, on observe avec beaucoup d'attention dans les groupes politiques ici et ailleurs, en Guadeloupe et en Martinique, ce qui se passe en Guyane. Est-ce que le statut de la Guyane, sous votre mandature, risque d'évoluer quelque part? Alors c'est le vœu que je forme et c'est la raison pour laquelle je dis à mes amis qu'on ne perdra aucune occasion de dire au gouvernement à quel point il est nécessaire de changer le cadre statutaire de la Guyane. Et je prends la peine de préciser qu'il ne s'agit pas d'une démarche idéologique, il ne s'agit pas d'une démarche dogmatique, mais on se veut pragmatique. Oui. Et regardez comment sont structurées les lois et les règlements qui régissent notre territoire, de relever les freins et puis de faire un certain nombre de contre-propositions. Donc nous sommes au travail avec le Congrès des élus qui a donné mandat à un comité de pilotage qui se voit régulièrement, qui a rencontré à Paris dernièrement en octobre le ministre Darmanin et le ministre Carinco. M. Carinco qui est revenu en Guyane au mois de décembre, toujours pour diverses raisons, mais qui a également rencontré le comité de pilotage. Il sera de retour chez nous le 17 janvier, donc très prochainement, toujours pour continuer à avancer sur les sujets du quotidien. C'est parler du SIOM, c'est parler du contrat de convergence et de transformation, mais c'est également prendre en considération ce besoin exprimé par la classe politique de la Guyane de faire évoluer le cadre statutaire. On en avait parlé avec le président de la République en personne le 7 septembre lorsqu'il avait invité à l'Élysée les exécutifs des territoires d'outre-mer. Et c'est, je rappelle à cette occasion, que le président de la République avait une parole très très forte à notre égard lorsqu'il avait dit que les outre-mer sont arrivés au bout d'un cycle, que les outre-mer devraient changer de logiciel et que par ailleurs, il ne fallait pas que nous ayons peur d'aller vers les radicalités pour démontrer à nos concitoyens des outre-mer que nous étions engagés sur une dynamique nouvelle. Alors moi j'ai dit chiche, on va le prendre au mot et on va lui faire la démonstration que nous-mêmes nous sommes prêts à faire évoluer le cadre. Donc c'est un travail de fond que nous poursuivons. On espère que ça va aboutir à la date butoir qui nous avait été proposée, c'était fin 2023, puisque le président de la République nous avait suggéré de tenter de nous accrocher au wagon de la Nouvelle-Calédonie, enfin à la locomotive de la Nouvelle-Calédonie, mais comme il se trouve que les discussions sont en train de patiner en Nouvelle-Calédonie, on peut imaginer que ça ne sera pas pour fin 2023, mais on espère que d'ici début 2024, premier semestre 2024, qu'on va pouvoir arriver à quelque chose, un projet de société avec une loi organique, quelque chose qui tienne la route et qui sera d'abord validé par les populations de Guyane et ensuite validé au niveau national. Voilà un petit peu comment les choses se présentent, sans rentrer dans trop de détails techniques. Oui. Mais j'ai effectivement bon espoir que 2023-2024 nous permettront de voir évoluer favorablement le cadre statutaire de la Guyane. Enfin, sans aller trop loin, mais ça peut aller jusqu'à quoi, cette évolution statutaire? Mais nous, ce que nous avons demandé très clairement à travers une préconisation du Congrès des élus de Guyane qui s'est transformée en délibération prise par l'Assemblée plénière,
c'est tout simplement que la Guyane soit identifiée de manière très claire au sein de la Constitution française comme étant un territoire d'outre-mer avec un statut d'autonomie particulier. C'est vraiment un cadre d'autonomie que nous sollicitons. Alors, il ne s'agit pas là de couper le cordon ombilical avec Paris, mais il faut simplement dire que pour un certain nombre de compétences, de domaines sur lesquels nous allons travailler, sur lesquels nous avons déjà commencé à travailler, eh bien que la loi nous permette localement d'édicter les lois pays, mais qui naturellement passeront par les fourches codines du Conseil constitutionnel, puisqu'on sera toujours dans cette relation, mais à tout le moins, il faut que la Constitution française puisse subir cette modification, de manière que lorsque nous allons faire les propositions, et que les sages puissent nous dire si oui ou non ces différentes propositions rentrent dans le cadre de cette Constitution modifiée. Nous espérons que la volonté positive et la sagesse seront au rendez-vous pour donner une expression très pratique à la parole qui a été tenue par le président de la République lui-même. Oui. En fait, il y a eu la déclaration de Fort-de-France récemment, mais il me semble quand même qu'au niveau de l'État français, ce que vous dites, bon, on peut l'accepter, bon, je l'entends, mais le gouvernement français crée une espèce d'effet domino. Si la Guyane demande une évolution en ce sens-là, elle ne pourra pas être toute seule dans le bassin. Il y a la Guadeloupe, il y a la Martinique. Bien sûr, ça dépendra aussi des élus de ces pays. Alors, ce que moi j'ai compris, c'est que l'appel de Fort-de-France était une dynamique pour que, les territoires d'outre-mer se mettent ensemble et que, deux, ils soient en capacité de mieux se faire entendre par le gouvernement. Nous avons échangé avec la Martinique, la Guadeloupe, la Réunion, Mayotte, Saint-Martin et sur la Guyane pour nous rendre compte que nous n'étions pas tous sur les mêmes positions, on n'a pas tous les mêmes objectifs. Mayotte réclame beaucoup plus d'État, beaucoup plus de gouvernement. Mayotte ne réclame pas l'autonomie. La Réunion voudrait simplement se départir de l'amendement Vierapoulet qui inscrit dans la Constitution empêcher toute forme d'évolution du cadre statutaire de la Réunion. La Martinique a un projet qui ressemblerait peu ou prou à celui de la Guyane, tandis qu'en Guadeloupe, vous êtes sur une logique qui est un petit peu différente. Mais ce que nous avions bien expliqué, c'est que ces territoires, même s'ils se sont mis ensemble, n'avaient pas tout à fait les mêmes objectifs terminaux. Mais c'était pour nous une manière de nous réunir pour dire au gouvernement que dorénavant, il faudrait changer le rapport avec les différentes capitales de ces territoires d'outre-mer, qu'il fallait que le gouvernement soit vraiment à l'écoute des préconisations qui émanent de ces territoires, quand même les objectifs que nous visons les uns et les autres ne seraient pas identiques. Alors je sais que c'est une formule qui est intellectuellement très alambiquée parce que tout le monde ne l'a pas forcément entendu de cette oreille. Je rappelle que le fait de nous être mis ensemble ne signifiait pas qu'on voulait tous aller dans la même sens, les uns et les autres. C'était une manière de créer une force, créer une nouvelle force de frappe pour modifier le rapport de force et obliger le gouvernement à Paris à entendre ce que sont les revendications portées par chacun d'entre nous. Vous êtes président, ça va être la dernière question. Vous êtes président de la communauté territoriale guyanaise. Vous avez pris le pouvoir il y a environ 18 mois à peu près. Est-ce que vous avez le sentiment, quand vous voyez un peu les paramètres de l'économie guyanaise, de la vie sociale, économique et politique guyanaise, que la Guyane est encore sous domination coloniale? Alors, le terme sous domination coloniale, je ne vais peut-être pas le reprendre exactement à l'identique, mais il est évident que quand on regarde notre balance commerciale, quand on regarde les échanges économiques, eh bien, 90% de ce que nous consommons vient de l'Union européenne, vient de France hexagonale. On a beaucoup de mal à coopérer avec les pays voisins, le Brésil, le Suriname, le Guyana, même les pays de la Caraïbe. C'est une coopération qui est limitée vraiment quasiment à sa plus simple expression. Et donc on ne peut pas se satisfaire d'une telle situation. Souvent on évoque la nécessité d'aller vers la souveraineté alimentaire, mais on voit comment on est en train de ramer pour pouvoir installer les jeunes agriculteurs, pour leur mettre à disposition du foncier aménagé, simplement parce qu'au niveau national et au niveau européen, on subit des normes qui ne correspondent pas du tout à nos réalités vues de manière objective. Et donc, en ce sens, je dis oui, il y
a un vrai souci à ce niveau-là. Et c'est le travail de pédagogie que nous faisons, qui auprès de la population, qui auprès des ministres avec lesquels nous sommes en discussion permanente pour leur dire que vous ne pouvez pas, au XXIe siècle, continuer à maintenir le territoire de la Guyane dans une telle situation de dépendance à l'égard de Paris de manière exclusive, alors qu'on sait que lors de la Deuxième Guerre mondiale, les bateaux n'arrivaient pas en Guyane, mais les Guyanais n'en sont pas morts de faim parce qu'ils étaient dans une coopération très poussée avec le Suriname, avec l'État de l'Amapá au Brésil, pour échanger, pour faire entrer de la volaille, du bœuf, etc., etc. Ce qui aujourd'hui est interdit ou alors est sous contrôle parce qu'on est contraint au respect de pas mal de normes qui sont édictées au niveau national pour des raisons sanitaires, pour des raisons économiques, etc., ce que l'on peut comprendre. Mais on se dit que les normes, les lois sont faites pour être défaites et qu'une écoute attentive à ce que nous proposons devrait permettre à la Guyane de pouvoir avancer, même si aujourd'hui on considère qu'il y a de gros efforts qui ont été accomplis par le milieu économique, de gros efforts que nous faisons nous également à la CPG pour accompagner les porteurs de projets, pour accompagner les financements, soit sur fonds propres, soit via les fonds européens, notamment le FEDER. Et donc on se dit qu'il y a malgré tout une situation qui évolue, qui n'évolue pas aussi vite que ce qu'on aurait espéré. Mais aujourd'hui, nous sommes à 13% de taux de chômage en Guyane, ce qui est quand même appréciable parce qu'on sait qu'à partir de 10%, on considère qu'on est dans le plein emploi et ça fait peur à certains chefs d'entreprise, certains porteurs de projets qui se disent mais si on continue à développer nos différents projets, peut-être qu'on ne pourra pas trouver du monde à embaucher localement. Donc cela veut dire que tous les signaux ne sont pas dans le rouge, il y a des paramètres qui se verdissent considérablement, il y a des capitaux qui rentrent, des porteurs de projets qui rentrent, des jeunes formés qui ont envie de rentrer en Guyane pour pouvoir mettre leurs compétences au service du territoire et pour cela nous les y accompagnons très fortement. Donc je considère que tout n'est pas parfait encore une fois, mais que la trajectoire sur laquelle nous sommes placés depuis quelque temps est une trajectoire qui a vocation à devenir vertueuse. D'ailleurs, je rappelle que notre slogan de campagne en 2021, c'était de hisser la Guyane au rang de carrefour mondial d'excellence, parce que nous considérons que nous avons tous les atouts pour parvenir à ce niveau d'excellence. Et par ailleurs, nous envisageons d'ici la fin de l'année 2023 d'organiser le Salon international de l'innovation et de l'excellence avec des gens venant de partout à travers le monde qui vont être aux côtés des entreprises guyanaises qui, elles aussi, produisent de l'excellence parce que nous avons besoin d'inverser la tendance, notamment auprès des jeunes générations, pour leur dire, ben voilà, vous avez un pays qui est magnifique, il y a des choses qui peuvent s'y faire, on a un potentiel extraordinaire, mais nous avons besoin de créer l'émulation, de créer la motivation. Et donc, autant nous combattons les effets négatifs du monde dans lequel nous vivons, autant nous sommes aussi axés sur une positivation de la parole que nous portons, parce que nous pensons que les jeunes générations et les moins jeunes également ont besoin d'être encouragés par ce biais. C'est ce à quoi nous nous employons en permanence. Voilà. Alors, une dernière question. Au regard de ce qui s'est passé hier à Brasilia, vous avez envoyé un message à M. Lula? On n'a pas encore envoyé de message parce qu'on a repris le travail ce matin. Moi, j'étais à Paris et puis, bon, les collègues étaient un petit peu dispersés. Mais ce que j'avais dit lors de l'investiture, l'avant-veille de l'investiture, c'est que je craignais effectivement que les pro-Bolsonaro aient envie d'inciter les militaires à organiser un coup d'État. J'espère que ça ne va pas arriver. Parce que je pense que la démocratie doit pouvoir, et je ne le pense pas seulement, je suis convaincu que la démocratie doit pouvoir l'emporter sur toutes les autres formes d'accession au pouvoir. Et donc, on va faire partir demain matin un message de soutien pour dire que nous sommes là, nous sommes peut-être petits à côté du Brésil, mais nous sommes aussi conscients que ce qui se passe au Brésil pourrait avoir des répercussions extrêmement négatives sur le territoire de la Guyane. Et donc, nous serons dans tous les cas très vigilants pour mieux observer ce qui va se passer dorénavant sur la frontière entre les deux villes frontières que sont la commune de Saint-Georges en Guyane et la commune d'Oiapoque au niveau du Brésil. Mais c'est vrai que je regrette fortement toutes ces agitations qu'il y a autour de l'investiture de Lula, parce que je me dis que le Brésil est devenu une belle et grande démocratie et que cette démocratie doit pouvoir vivre correctement sans passer par tous ces soubresauts que nous observons actuellement. Bien, écoutez, on vous remercie d'avoir répondu, Monsieur Serville, à toutes nos questions. Puis on espère un jour vous recevoir en direct sur le plateau, en Guadeloupe même, sur notre plateau. C'est un plaisir pour moi.
revoir. Nous aussi, merci en tout cas d'avoir répondu à nos questions. Il est déjà 13h28. On revient à l'actualité de la Guadeloupe. C'était hier le développement du début du carnaval et le groupe Voukoum a présenté son programme. Reportage tout de suite à Olivier Félix. Masla, c'est pas carnaval. Je vous dis ça. Masla paraît un carnaval parce que c'était le seul moment où les esclaves tenaient pour exprimer, faire nous comprendre qu'il y a des cafés carnaval. C'est exactement comme dans le vaudou là. Les gens parlent de syncrétisme dans le vaudou, ça n'a pas vu. Les esclaves qui ont utilisé les statuettes, les représentations de la religion catholique pour faire nous comprendre qu'il y a des cafés religion catholique, mais c'est vaudou qui est de ça donne même l'esprit de ça qu'est carnaval à nous, maçonnerie. Nous utilisons le carnaval pour exprimer ça nous te connaître de l'Afrique. Ça a été resté en tête de nous. Et donc, nous pouvons comprendre le carnaval que nous avons fait, mais moi, ce n'est pas rien avec le carnaval. Mais ça, c'est toujours à nos dimensions spirituelles. Même si vous n'avez pas dire, même si vous n'avez pas ressentir, mais là où on entre dans Masla, ou entre dans dimension Masla, vous savez qu'on va être, même vous savez qu'on est mot croisé comme nous va. Nous mot croisé dans notre dimension. C'est ça. Et c'est tout travail avec nous pendant 35 ans. Je là son aboutissement parce qu'il y a un nouvel stade que nous avons créé spirituel. Les croyants disent, nous allons remettre devant tout ça grand pour nous, grand nous Je suis libre en ce pli de siècle en siècle élaboré, de mort à mort approfondie, quand dans sa nuit séduisent les couleurs. Je suis le chemin de raison pavé de bonnes intentions de ceux qui m'ont donné la nuit. Ainsi soit-il. Ainsi sera. Boum! Ainsi sera. Voilà, c'était donc Voukoum, décatement Voukoum, comme chaque année, avant qu'on avait là, il y a fait un petit décatement pour vous présenter. Nous n'y avec nous, nous avons Madame Vio Mesnil, Fortuna, bonjour. Bonjour. Présidente de l'association Entre nous. On vous salue et dans un instant, après la pause, on vous retrouve pour expliquer un petit peu ce que fait cette association Entre nous. Tout de suite. Déjà 37 minutes, nous recevons, je vous l'avais dit, Madame Fortuna Vioménil, bonjour. Bonjour. Bonjour à tous les téléspectateurs, excusez-moi, et bonjour à tous nos quadrilleurs. Alors justement, vous êtes venu parce que vous avez une manifestation ce soir, je crois, à 19h. Entre nous, non? Il n'y a pas de manifestation à 19h. C'est-à-dire que nous nous rencontrons tous les lundis soirs. Tous les lundis soirs. À partir de 19h. D'accord. À l'école Fernand Bonchamp, après Tapitre. Alors, qu'est-ce que c'est exactement Entre nous? Entre nous, c'est une association intergénérationnelle. Nous, si vous voulez, nous avons institué cette association depuis 17 ans. Nous fêtons notre 17e anniversaire. C'est pour permettre aux gens de ne pas rester dans l'isolement. Les gens qui aiment sortir, qui aiment côtoyer la culture. Pas seulement le quadrille, nous faisons plein de choses. Hein. Oui. Côtoyer la culture, côtoyer toutes les générations, puisque nous sommes intergénérationnels, pour se permettre, par exemple, il y a des gens qui travaillent et rentrer à la maison, ils n'ont rien à faire. Oui. Ou bien des gens qui partent à la retraite. Oui, qui s'ennuient. Donc, ils viennent nous voir. Et qu'est-ce que vous leur proposez? Alors, je propose plein de choses. Par exemple? Donc, nous dansons déjà, dansons le quadrille. Ah, quand même. Nous dansons tous les quadrilles. Oui. Qui sont sur le territoire de la Guadeloupe. Oui. Nous faisons des jeux de société. Oui. Nous faisons de la couture, du maquis créole, de l'informatique. On fait plein de trucs. Et ça fonctionne bien? C'est-à-dire que nous avons eu 2 ans et demi à peu près d'arrêt. Et nous avons recommencé nos activités à partir de juillet. Oui. Donc, petit à petit, par exemple, le maquis créole, l'informatique, la couture, nous n'allons reprendre ça qu'au début de septembre. D'accord. Mais vous adressez pas seulement aux seniors? Ah non. Je vous ai dit que nous sommes intergénérationnels. Donc, nous nous adressons à tout le monde. Oui.
parce que je vois qu'il y a des manifestations pour le Nouvel An. Alors, vous cultivez, enfin, vous développez beaucoup l'utilisation des robes créoles, ce qu'on appelle les robes à corps. Oui. Ouais. Oui. Comment ça se passe? Il y a encore des gens qui font des robes à corps? Nous avons 2-3 couturières qui font pour nous. Et justement, nous avons un atelier couture qui va démarrer au mois de septembre pour permettre à certaines personnes qui veulent venir apprendre à faire ces robes-là, à apprendre à les faire chez nous. Oui. Et vous organisez des petites sorties quand même, des voyages dans la Guadeloupe? Nous commençons l'année avec un déjeuner en musique. Oui. Avec un orchestre qui est la place, ou typical, ou 440, machin. Ensuite, par contre, pendant le carême, nous ne dansons pas. Pendant le carême, ce sont des jeux de société, des rencontres, et c'est à ce moment-là que nous faisons des marches, nous faisons des sorties, nous visitons des musées. Il y a beaucoup de musées en Guadeloupe, contrairement à ce qu'on peut dire. Nous faisons des sorties plages et tout ça. Après le carême, nous avons notre bal annuel. Voilà, il y a le programme. Nous avons notre bal annuel ainsi qu'une semaine d'animation pour fêter l'anniversaire de l'association. L'anniversaire de le carême, hein? Au mois de mai, c'est-à-dire première semaine du mois de mai, oui. C'est la semaine où nous faisons une semaine d'animation pour notre association. Nous faisons du théâtre, du sketch, chant, tombola et tout ça. Et le samedi d'après, c'est le grand bal annuel de l'association. Le carnaval, vous faites quoi? C'est-à-dire que nous sommes sollicités parfois par les groupes de carnaval pour venir danser le quadrille avec eux, par exemple Masque à Clé, parce que nous avons des membres de Masque à Clé qui sont chez nous. Oui. Nation, Anegmaron également, ils viennent, ils nous sollicitent. Vous êtes, ils nous sollicitent et nous venons. Oui. Et pour ça, oui. J'ai omis de dire que tous les deuxièmes mardis du mois, nous avons un entraînement général de quadrille, un entraînement avec toutes les associations de la fédération, parce que nous sommes fédérés, la fédération de quadrille, la FREGAC, et demain, normalement, on aurait dû avoir un entraînement. Mais vu la conjoncture avec les coupures d'électricité et tout ça qu'il y avait, on ne savait pas si on aurait pu le faire. Oui, mais ils ont dit ça ce matin. Donc moi, j'avais déjà mis sur les réseaux que nous annulons. Parce que ça commence à 20h. À 20h, on coupe le courant. Qu'est-ce que vous faites avec 200 personnes? Oui. Ah, vous avez quand même 200 personnes. Dans les entraînements, entre nous, c'est ça. Si j'ai envie d'apprendre à danser le quadrille, je peux venir chez vous. Vous venez et ne vous inquiétez pas. L'espace de un mois et demi, vous n'allez pas maîtriser toutes les figures. Il n'y a pas que cavalier aux dames dans le quadrille. C'est ce que les gens comprennent. Cavalier aux dames, c'est si vous voulez, c'est le quadrille populaire de la Grande Terre. Oui. Mais il y a le quadrille populaire de la Basse-Terre, de la Côte-Souvent, c'est le quadrille à la reprise qui n'a pas de commandement. Oui. Il y a le quadrille de Marie-Galante qui a un commandement. Donc il y a 3 quadrilles. Non, il y a 7 quadrilles. 7 quadrilles. Il y a le lancier et l'impérial. Ce sont des quadrilles français que nous faisons chez nous aussi. Oui. Et ce sont des quadrilles qui sont sans commandement. Il y a le quadrille de Vieux-Fort qui est un quadrille aussi sans commandement. Il n'y a pas que le cavalier aux dames, si vous voulez, c'est le populaire. C'est comme pour Voilà. Alors, il y a des gens qui vous disent, moi, je ne danse pas le quadrille parce que je n'aime pas les commandements. Il n'y a pas que le quadrille commandement. Mais c'est lui qui est le plus populaire, le quadrille. Oui, parce que les entraînements que nous faisons, c'est avec le quadrille au commandement et le quadrille à la reprise. D'accord. Et avec vous avez des orchestres au quadrille qui arrivent? Nous avons un contrat avec un orchestre pour cela. Oui. Donc, et vous avez le sentiment quand même que le quadrille reprend, comment on dit, il reprend ballon? C'est-à-dire déjà prestement. Mais c'est ça, oui, mais ça fait plus de 10 ans, plus que ça même, parce que notre association a 17 ans et nous avons trouvé la fédération, qu'il y a une personne, M. Mitel, pour ne pas le citer, qui a pris son bâton de pèlerin et qui a relevé le quadrille. Là, le quadrille, justement, si vous avez une manifestation chez vous, un truc et vous n'avez pas de quadrille, on fait appel entre nous? Non, pas entre nous. Il y a plus de 93 associations de quadrilles. Hein. Il n'y a pas que entre nous. Sur Pointe-à-Pitre, on doit être 2 ou 3. Oui. On était seuls avant. C'est nous qui avons mis le quadrille sur Pointe-à-Pitre. Donc le quadrille reprend. Ah oui, ça, là, automatiquement. Oui. Vous ne faites pas de nouka? C'est-à-dire qu'on faisait du nouka parce que quand il y a certaines manifestations, parce qu'on a des gens de certain âge aussi qui veulent se dégourdir, donc on faisait du nouka. Mais nous ne faisons pas de gros cas. Pourquoi?
On a déjà suffisamment de travail avec le quadrille. Oui. Nous avons notre chantier Noël, on a les parades de quadrille. La fédération a mis le quadrille dans la rue, justement, pour permettre aux néophytes, aux gens qui ne connaissent pas le quadrille, qu'ils ne disent pas c'est bien vieux monde et qu'ils n'ont pas accepté commandement. Non, mais c'est vrai. Donc, mais il y a des gens qui disent ça, alors que ce n'est pas ça du tout. Moi, ça fait 40 ans que je danse le quadrille. Quand je sortais chez ma maman, j'allais dans une association, c'est ce que je faisais. J'avais 25 ans, donc il ne faut pas dire ça. C'est une danse comme le cas, comme la biguine, comme tout autre. Et justement, il faut que nous préparions la relève. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Parce que nous partons. Hein? Oui. Mais ce que nous avons, il faut le transmettre aux jeunes pour qu'eux aussi, à leur tour, ils puissent, pour que le quadrille, justement, ne meure pas. Bien. Écoutez, et si quelqu'un veut venir chez vous rejoindre, comment ça se passe? Donc, alors, nous sommes, pour le moment, on n'a pas de local. Comment ça? Ah ben, c'est très... Monsieur Diou, non, c'est pas de sa faute parce qu'il fait des pieds et des mains pour nous. Moi, je ne peux pas dire ça. Mais nous attendons. Nous sommes en attente d'avoir même un petit bureau pour recevoir les gens. Moi, j'ai un coin chez moi, c'est entre nous. On avait un local, nous a délocalisé, on nous a mis en quelque part. Ensuite, ça a été démoli parce que vous savez, Pointe-à-Pitre est en pleine rénovation et tout ça. Il y a des écoles vides quand même à Pointe-à-Pitre. Oui, mais ils nous donnent des écoles pour qu'on puisse, par exemple, l'entraînement général, nous le faisons à Raphaël Jolivière à Pointe-à-Pitre. Oui. Il le met à notre disposition. Nous avons Fernande Bonchamp. Nous sommes là le lundi soir, le jeudi soir, et quand nous avons nos répétitions du samedi... Et quand les vacances aussi, vous avez le local quand même. Oui, on est là, pas de problème. Oui. Bon, ben, écoutez, alors vous m'avez pas répondu, si quelqu'un veut vous rejoindre, comment faire? Donc alors nous avons un numéro de téléphone, le 06 90 42 82 67. C'est le numéro de l'association. Je peux donner le mien si. Oui. Hein? Alors, non, ça suffit. Oui, ça suffit. D'accord. Alors, les gens qui écoutent et qui voudraient savoir beaucoup de choses sur Entre nous, alors ils font sur le site. Nous avons un site internet, entrenouxquadrille.com. Entre nous, c'est attaché. Entre nous. Oui, entre nous, avec un S, quadrille.com. Voilà. S'ils ont un petit message à m'envoyer, ils l'envoient à entre nous entre. Alors à ce moment-là, entre nous n'a pas d'S. Oui. Entre nous entre. Oui. @aol.fr. AOL.fr. Bien. Ben, écoutez, on a bien noté ça. Et puis on souhaite qu'entre nous continuer. Mais c'est tout le mal que je souhaite aussi à notre association et aux gens qui nous écoutent. Je ne demande pas aux gens de venir entre nous, mais essayez de faire perdurer le quadrille, aller dans toutes les communes, il y a des associations de quadrille. D'accord, j'ai bien noté ça, je sais. Je pense à M. Danican avec son groupe de quadrille. Oui, avec Marilyn, ce sont des gens que nous côtoyons. D'accord. Bien, mais écoutez, Madame Mioménil, ou Mesnil. Les deux se disent. Non, parce qu'il y a un endroit en France qui s'appelle Blanc-Ménil. Oui. On dit Blanc-Ménil. Ma mère y a habité, elle est ses 40 ans là. Ah, d'accord. Ah, ben, vous voyez. Je l'ai perdue là au mois de juin, ça fait pas longtemps. Ah, elle habitait Blanc-Ménil. Elle a habité là, ensuite on l'a fait revenir, puisqu'elle avait déjà plus de 90 ans, il fallait qu'elle soit avec nous. La preuve, voilà, on l'a perdue, et puis bon. Bien. Mais si elle était là-bas, ça aurait été très difficile. Bien, Madame Fortuna, on vous remercie d'être venue. C'est moi qui remercie Canal 10. Alors, vous qui vous intéressez à la culture, qui aimez côtoyer toutes les générations, venez nous rejoindre entre nous. Tout à fait. Nous qu'entre nous. Nous qu'entre nous. Voilà, c'est pratiquement fini. Mais avant, on va faire un petit tour du côté des stades. Il y avait un match de football avec le CSM. Reportage tout de suite avec notre ami responsable du football sur Canal 10. On regarde le reportage. Dans cette confrontation, à l'écran le CSM en bleu et blanc, le Junior Star en jaune et rouge, ils ont un objectif commun, s'imposer dans ce match de barrage qui a pour finalité obtenir son ticket pour les demi-finales de la Coupe Vive. Les Mouliens sont les tenants du titre. Face au Junior Star de Saint-Martin, réputé pour son jeu physique, ils vont le prouver durant la longue période d'observation. Physique, oui, mais très maladroit dans leur jeu collectif. Première alerte, ce coup franc botté par Willis Francillon, le capitaine Valmy dans la surface de réparation touche légèrement le ballon,
que ne peut reprendre Dimitri Fautré. Temps fort pour les Mouliens qui profitent à la 11e minute de jeu. Une longue balle de Willis Francillon, bien inspirée, lance en profondeur Kylian Kouchi qui n'est pas en jeu. Le portier Iman Soubrian est battu 1-0 pour le CSM qui assoit sa domination. Illustration parfaite à l'image de cette faute commise dans la surface de réparation sur Dylan Mixture, très remuant. Ishan Térésine à la baguette transforme le pénalty à la 37e minute, 2-0 pour le CSM, et ce sera le score à la mi-temps. De retour des vestiaires, d'autres intentions dans le jeu du Junior Star. Plus de présence en attaque, mais très brouillon à l'approche des buts adverses. On n'était pas vraiment venu chercher la qualification parce que voilà, on sait déjà qu'on n'était pas favori de ce tournoi. On a joué contre CSM, tout le monde connaît l'histoire de ce club. Et que nous, vraiment, à Saint-Martin, ce qu'on essaie de faire, c'est essayer d'évoluer notre niveau de jeu. Parce que c'est vrai qu'à Saint-Martin, voilà, nous, on domine à chaque fois, on gagne tous les championnats, les coupes, etc. Donc nous, venir ici et vraiment que les gamins puissent voir qu'est-ce que c'est le haut niveau. Voilà, moi c'est vraiment ça, c'est qu'ils viennent, qu'ils apprennent. Et là, on a pris 2 buts un peu tôt, donc ça a été un peu compliqué. Mais bon, mais les gars, ça bosse et on continue à travailler. Match de reprise, hein. Je pense qu'on fait le plus dur en première mi-temps, après on gère. Après, c'était quand même une bonne équipe de Saint-Martin, ils ont pressé pendant tout le match, ils avaient les jambes. Je pense nous un peu moins quand même, mais bon, on a fait le job. Le CSM obtient son billet pour les demi-finales pour tenter une 4e couronne au palmarès de la compétition, comme en 2014, 2016. Voilà un reportage Maxime Morel pour ce match de barrage de la Coupe Vive que CSM a remporté. Alors je vous rappelle que au début du ZCL, on a reçu M. Luc Canvounas, le président de l'UNCAS, avec Mme Eliane Gougou, puisque M. Canvounas est en tournée en Guadeloupe de meilleur un séminaire avec l'ensemble des CCAS de la Guadeloupe, et il a bien expliqué qu'il faut absolument que l'État français écoute un peu ce qui se passe dans nos territoires. Ensuite, nous avons reçu en direct par téléphone Gabriel Serville, le président de la collectivité territoriale de Guyane, qui nous a laissé entendre qu'il pourrait avoir une évolution statutaire de son pays, de la Guyane, vers l'autonomie, même s'il y a eu la déclaration de Fort-de-France, mais tout le monde n'a pas la même vision sur le statut, et donc la Guyane, probablement, en prenant appui sur ce qu'a dit le gouvernement français, Gabriel Serville pense que les choses risquent d'évoluer en Guyane. Et puis on vient de terminer avec Fortuna Vioménil, la présidente de l'association Entre Nous, c'est une association qui développe beaucoup l'utilisation, la danse du quadrille, des quadrilles, puisque pas nous seul. Il me dit nous 7 quadrilles, on sortira prendre ça, baptiser ça. Et donc, si vous êtes intéressé, vous prendrez contact avec Entre Nous. Sinon, on a fait un petit focus sur Voukoum, qui a fait son décattement comme chaque année, en début de carnaval, il a ouvert la ronde. Et on a terminé avec le sport. Voilà, la réalisation était assurée par notre ami Daniel. Demain, on se retrouve à la même heure pour un nouveau ZCL. Je vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur Instagram et retrouver l'essentiel de ce qui a été présenté aujourd'hui sur le Facebook live du ZCL et aussi de Canal 10. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui, 13h53. À demain à la même heure. Animals, they in human form. Body man, nobody like walk, but you must hustle if you